Alors, pour commencer ce soir, peut-être faire un petit sommaire euh, de ce qu'on va aborder. Effectivement, j'ai mis améliorer sa concentration, mais j'aurais pu dire comprendre en fait et améliorer sa concentration, parce que il va s'agir aussi d'avoir quelques éléments euh, pour mieux comprendre comment fonctionne notre concentration. Euh, on va d'abord essayer de voir quels, peut être, quels peuvent être les problèmes de concentration, qu'est-ce que c'est que la concentration, l'attention. On aborde souvent aussi ces sujets-là à travers nos distractions, en fait. Qu'est-ce qui nous sort finalement de notre concentration. Et puis, on verra, qu'est-ce que c'est rapidement que la concentration en état de flow, cette fameuse quête du flow. Et puis, quelques éléments peut-être de réponse, de travail, de pistes de travail en guise de conclusion. Et puis, bien sûr, comme chaque fois, euh, un temps euh, pour répondre à vos questions, et c'est ça le plus important. Alors, ce soir, c'est un peu exceptionnel, changement d'horaire exceptionnel. Au lieu d'être à 20h, le live est prévu à démarrer à 19h. Donc, si vous nous rejoignez en cours de saison, c'est pas grave, faites un petit coucou et je répondrai bien volontiers à vos questions par la suite. Eh bien, c'est parti. Alors, concentration et attention. C'est quoi mon problème? Qu'est-ce que c'est être concentré? Être concentré, c'est être connecté à ce que l'on fait. C'est-à-dire, c'est avoir déjà une attention focalisée sur quelque chose de très précis. C'est aussi avoir une intention, un désir qui va m'amener à faire des choix dans la conduite de l'action. Et aussi, après, avoir une manière d'agir. On va voir tous ces éléments-là ensemble. Alors, les problèmes qu'il peut y avoir dans la concentration, ça va être souvent des questions de durée de la concentration. Là encore, cette semaine, tiens, j'ai l'exemple d'une de mes clientes qui me disait, ben moi j'ai un temps de concentration finalement très très limité. Mais ok, c'est pas un souci parce qu'elle est dans une activité qui demande finalement un temps de concentration très limité. Donc ça lui pose pas non plus de problème dans la conduite de l'action. Donc elle arrive à être performante, bien qu'elle pense d'elle qu'elle a un temps d'attention ou de concentration limité. Mais la question c'est de savoir pourquoi. Est-ce que je vais avoir une durée de concentration limitée? On parle aussi de ça dans, avec les enfants, par exemple, qui ont tendance à faire plein de tâches, de passer de l'une à l'autre et avoir un temps de concentration, d'attention limité. Bah, pour un enfant, c'est facile à expliquer, c'est le deuxième point, c'est l'intérêt de la tâche. En fait, un enfant, quand il va jouer, quand on va lui proposer une activité, quelque chose qui va le solliciter, notamment autour du jeu, bah, il n'aura pas de difficulté à se concentrer dans le jeu, parce qu'il est intéressé, parce que ça lui plaît, parce que c'est le jeu, c'est une façon d'apprendre le jeu aussi. Par contre, peut-être que si je lui demande quelque chose d'un peu exigeant, ça va être plus difficile pour lui de se concentrer. En fait, il va peut-être pouvoir focaliser son attention un petit instant, essayer de résoudre quelque chose, mais peut-être qu'après le niveau de difficulté, s'il est trop élevé, ça va l'éloigner de son attention. Il va voilà, être attentif à des distracteurs, à autre chose, et très rapidement, quelque chose d'autre va happer son attention. On reviendra dessus tout à l'heure. Et voilà. À l'opposé, le niveau de difficulté, aussi quelque chose peut-être qui va me paraître trop simple, eh bien c'est pas quelque chose qui va m'attirer et peut-être que aussi je vais avoir du mal à rester concentré longtemps si finalement la tâche pour laquelle je suis sollicité ou que je me suis donné à faire n'est que peu intéressante ou peu stimulante, motivante, ne représente que peu d'intérêt. Donc là, ben, effectivement, je vais avoir peut-être un peu de concentration qui va un petit peu sauter ou qui va pas être constante ou qui va pas durer très longtemps. Je sais pas, on peut prendre un exemple, mais euh, vous vous raffolez pas du fait de faire la vaisselle chez vous. Vous devez faire la vaisselle.
Peut-être que si je suis pas très concentré, à un moment, je vais faire ça un peu de façon machinale et finalement, en n'étant pas très concentré, je risque peut-être d'avoir des mouvements un peu brusques et de casser ma vaisselle. Alors que si j'ai décidé de laver un verre à vin, par exemple, un peu fragile, avec attention, eh ben je vais, je vais, je vais justement porter mon attention sur le fait d'avoir des mouvements qui sont adaptés et du coup ça m'évitera peut-être de faire des bêtises. Euh, la problématique avec la question de la concentration, ça peut aussi être la dimension de l'attention. L'attention, c'est focaliser sur l'attention, c'est euh, percevoir quelque chose de très précis. C'est avoir vraiment porter son attention sur quelque chose d'externe, à l'extérieur de moi, ou à l'intérieur d'ailleurs, ça peut être une sensation, mais sur quelque chose de très précis. Euh, et du coup, si je suis happé par plein d'éléments autour de moi, c'est ce qu'on appelle le multitâche, en fait, si je suis sollicité sur plein de, 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 ouais, de perceptions à travers des choses visuelles, auditives, si je suis happé par ce que moi je pense, ce que je ressens moi à l'intérieur, je vais avoir du mal à focaliser mon attention sur un seul élément. Donc ça peut être à l'origine d'un problème de concentration. On dit que c'est compliqué de porter enfin, de maintenir son attention lorsque je suis stimulé par deux intentions en même temps. Donc ça c'est quelque chose qui est important de comprendre. Après, je peux avoir des tâches qui sont automatisées, donc par exemple faire une tâche de façon performante, correcte, mais parce que j'ai une deuxième tâche à côté que je fais un peu de façon automatisée. Hein. Donc je peux me concentrer sur une parce que globalement, ce que j'essaye de faire en même temps, ou ce qui happe mon attention en même temps, c'est quelque chose d'automatisé que je fais de façon euh, régulière. Donc je peux mettre un peu plus d'attention sur un des deux éléments. Mais beaucoup d'attention sur deux éléments, en fait, ça ne va pas être possible. Hein. On a des ressources attentionnelles, le cerveau il a des capacités cognitives qui vont être limitées, et notamment sur la diversité des informations qu'il va prendre. Si on me donne trop d'informations en même temps, je vais avoir du mal à tout prendre. Donc voilà, on a des capacités attentionnelles qui vont être aussi limitées. Comme la mémoire de travail aussi, je vais avoir une capacité à retenir une quantité d'informations dans un laps de temps court, et je vais avoir du mal à maintenir ça dans le temps. Et cette dimension de percevoir l'élément utile, en fait, il est important. C'est qu'est-ce que je vais regarder vraiment en premier. Et c'est cette question genre je prends souvent cet exemple-là, mais percevoir l'élément utile, c'est alors on imagine une jeune fille ou une femme qui met du vernis sur les ongles. En fait, elle va regarder chaque doigt qu'elle fait l'un après l'autre. Et si quand elle fait son pouce, elle est en train de regarder si elle n'a pas débordé sur son petit doigt, qu'est-ce qui va se passer? Peut-être que le pouce va pas être aussi bien fait que les autres doigts. Donc elle porte son attention sur le pouce au moment où elle fait le pouce. Puis peut-être que quand elle aura fini, elle aura une vision un peu plus globale, elle aura une attention un peu plus large. Alors que quand elle va faire euh, son doigt, peu importe lequel, le pouce, l'index, le majeur, voilà, elle va faire un par un en focalisant son attention sur l'élément utile, sur ce qui est utile. Et d'ailleurs, dans cet exemple-là, ce que j'aime bien, c'est, voilà, vous avez tous peut-être eu l'occasion autour de vous de voir euh, vos conjoints, quelqu'un de votre famille, peu importe, vos enfants, se mettre du vernis. Souvent, une femme qui fait ça, elle va se mettre dans un coin pour pas être dérangée, pour pas avoir plusieurs choses qui viennent l'embêter en même temps, justement. Elle va se mettre dans une bulle de concentration pour porter son attention exactement sur ce qu'elle fait et finalement être le plus efficace possible dans le minimum de temps possible. Donc il y a aussi une croyance un peu que je voudrais casser avec cette question euh, de la concentration et des problématiques de la concentration. La concentration, c'est vraiment, on y reviendra sur l'état de flow tout à l'heure, mais c'est vraiment quelque chose qui est facile, dans lequel je prends du plaisir.
la concentration, c'est pas quelque chose de difficile, de crispé, de tendu. Hein, un enfant, il joue, il est très concentré sur ce qu'il fait et on voit quoi, sur son visage, il n'a pas de tension. Quand vous êtes efficace dans ce que vous faites, en fait, ça se fait de façon fluide. Il n'y a pas de résistance. Donc voilà. Puis après, il y a ces dimensions qu'on vient d'évoquer, du niveau de concentration, parce que est-ce que c'est trop dur pour moi, est-ce que c'est trop facile, trop difficile. Cette question de l'intérêt pour la tâche, quoi. C'est le j'aime, j'aime pas. Euh, voilà. Donc pour conclure un peu sur cette slide-là de la concentration et de l'attention, j'ai envie de dire que, en fait, on est tous capables de maîtriser notre vie mentale, quoi, hein. Maîtriser sa vie mentale, du coup, ça va être d'être capable de contrôler sa concentration et son attention, okay, pour faire une tâche. Contrôler sa concentration et son attention. Alors, on va un peu plus loin dans le détail. Si vous voulez, quand je fais une action, dans toute action qui est réalisée, il va y avoir ces 3 étapes qui vont se passer de façon très brève. Ça va très vite. Ces 3 verbes. Percevoir, décider, agir. Percevoir, c'est ce que j'ai indiqué tout à l'heure, c'est sur la question de l'attention, c'est qu'est-ce qui est saillant, c'est qu'est-ce que je remarque. Et ce que je remarque, ça peut être de 2 ordres. Ça peut être de l'ordre du monde extérieur, qu'est-ce que je remarque qui se passe à l'extérieur de moi. Puis ça peut être intérieur, c'est qu'est-ce que je remarque en termes de sensations, d'émotions. Comment est-ce que je suis dans une situation, comment est-ce que je me ressens. Et donc ça, c'est ce que je vais percevoir, c'est l'attention. Où est-ce que je vais porter mon attention? Qu'est-ce que je perçois du monde extérieur ou intérieur? La deuxième étape dans le processus, c'est qu'est-ce que, une fois que j'ai perçu une information, qu'est-ce que je vais décider de faire? C'est quoi mon intention? C'est la question du cap, de la boussole, du chemin que je choisis de prendre en fonction de ce que j'ai perçu d'une situation. Et là, c'est très important, hein, cette dimension, on appelle ça aussi la dimension perceptive décisionnelle, c'est le travail cognitif en fait, qu'est-ce qui se passe dans notre tête et qui nous permet de faire face à des situations. Enfin, quand la troisième étape, ça va être l'action, c'est qu'est-ce que je fais réellement, c'est l'agir. Donc c'est pour ça que je mets un trait pour séparer percevoir, décider et agir, c'est parce qu'il y a le traitement cognitif et ensuite il y a la manière d'agir, le fait de passer à l'action. Et dans ce passage à l'action, il va y avoir différents types. Il y a, et on verra avec un champion, un expert, lui en fait il a automatisé plein de tâches. Dans telle situation, il agit de telle façon, de façon un petit peu automatisée, c'est pour ça qu'il arrive à le faire de façon fluide. Et puis des fois, il va y avoir des moyens d'agir qui vont être un peu adaptatifs à une situation. On perçoit une situation un peu différemment de ce qu'elle est habituellement. On sait comment on est capable d'agir, on a telle intention. On va essayer d'avoir un comportement plus ou moins adapté à ce qu'on perçoit, aux conditions, à l'événement, à des choses qui sont liées au monde extérieur. Et donc, du coup, on va être dans une dimension adaptative de l'action. C'est une notion de contrôle. Enfin, c'est de quoi je dispose pour agir, de quels moyens, de quelle arme je peux disposer, et puis qu'est-ce que je pense de ce que pourrait être ma façon d'agir quand je suis dans l'adaptation. Alors, hop, là, pardon, je me suis trompé de sens. Attention, parce que s'il manque un de ces 3 éléments, c'est là qu'apparaît la difficulté de concentration. C'est-à-dire, je peux ne pas percevoir les bons éléments, je peux penser dès le début que c'est trop difficile, et voilà, je peux penser que je ne sais pas faire, ou on me demande d'accomplir une tâche qui n'a pas de sens pour moi, enfin, dans laquelle je ne me projette pas. Voilà, il peut manquer plein de choses. Quand il manque un de ces 3 éléments, on ne peut pas être en état de concentration. Okay, je peux être très attentif à ce que je fais, c'est-à-dire être très concentré, je peux être capable de maintenir mon attention sur mon doigt,
Mais si j'ai pas envie de me mettre du vernis, je vais pas le faire. Donc, je vais arrêter de maintenir mon attention sur le doigt, parce que ça n'a pas de sens de maintenir mon attention sur mon doigt si je dois pas me mettre du vernis à ongles sur mon doigt. Voilà. Alors, je serai capable de le faire, je peux avoir le moyen d'agir, mais... Donc, vous comprenez le fonctionnement. Donc, du coup, voilà, un de ces 3 éléments manquants, on n'y arrivera pas. Alors, je fais un petit aparté à cet endroit-là, pour quand même vous dire aussi qui m'a inspiré, ou quelles sont les références techniques et scientifiques que j'utilise. Un des spécialistes de ce sujet-là, de l'attention et de la concentration en France, c'est Jean-Philippe Lachaud, qui est un enfin, c'est quelqu'un qui fait de la recherche à l'université de Lyon, et qui est un des spécialistes français de la concentration et de l'attention. Et lui, au lieu d'appeler ça percevoir, décider, agir, PDA, comme moi je l'ai appris, lui il appelle ça la méthode PIM, P-I-M, ça veut pouce index majeur. Et en fait, c'est aussi percevoir, intention, alors au lieu de décider c'est l'intention, mais c'est la même chose. Et M, c'est manière d'agir, donc c'est la méthode PIM, ça peut être une bonne façon de s'en rappeler. Pouce index majeur, perception, intention, manière d'agir. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une distraction maintenant? Une distraction, ça va être le fait que mon attention, justement, soit focalisée ou capturée, happée par un autre élément. Et souvent, peut-être que cet élément, d'ailleurs, il ne va pas être utile à l'action, mais il peut l'être aussi. Il peut avoir un ensemble de facteurs, d'éléments à prendre en compte dans le fait d'agir de façon compétente. Mais des fois, ça ne sert à rien. Alors j'ai essayé de l'illustrer là, à travers cette présentation que je vous fais. Vous avez vu, dans mon attention, je l'ai écrit en gros pour essayer d'attirer votre attention. Et puis, qui souvent ne sert à rien, je l'ai écrit en tout petit, parce que du coup, ça va vous forcer à vous rapprocher, à lire. Et là aussi, je capture votre attention. Peut-être que, d'ailleurs, vous n'avez pas remarqué que sur cette slide, il manque le logo. Alors que sur toutes les autres slides, il y avait le logo de Hop for Lead. Et on va le faire apparaître. Voilà. Et donc voilà. Qu'est-ce que c'est une distraction? C'est quelque chose qui me sort finalement de ce champ d'attention, de cette concentration, par le fait d'avoir un nouvel élément que je vais prendre en compte ou pas. Voilà, j'en ai mis d'autres. Hein. Là, par exemple, hop, je ne sais pas si vous l'avez vu apparaître, vous avez vu peut-être les mots apparaître, VACOG et émotionnellement, on va en parler, mais j'ai ajouté aussi, peut-être que vous étiez concentré juste sur ce qu'il y avait d'écrit, et que vous n'avez pas vu apparaître la face obscure de la force, et donc du coup qui vous a distrait de ce qu'il y avait écrit. Alors VACOG, c'est quoi? C'est visuel, auditif, kinesthésique, olfactif et gustatif. C'est ce qu'on appelle les modalités sensorielles. Et les distractions, elles peuvent être dans tous ces champs-là. Je peux être distrait par des choses que je vois, je peux être distrait par des choses que j'entends, je peux être distrait par être surpris, générer une nouvelle émotion surprise par rapport à ce que je goûte, par rapport à ce que je sens. Il y a une odeur bizarre, je sens le cramé, je sens une odeur de pétrole, voilà, on va avoir des alarmes comme ça. En fait, c'est ce qui va être saillant pour notre système préattentif. C'est notre système de veille, en fait. Et donc, du coup, ces éléments-là vont venir happer notre concentration, vont venir la capturer, on pourrait dire, et du coup, on va traiter ces éléments-là. C'est pour ça que c'est important aussi de ne pas séparer, quoi, à cet endroit, le corps et le mental, quoi, parce que voilà, ça peut être des sensations physiques, le kinesthésique, le toucher, quoi. Et donc, voilà, être bien conscient de ça. Et puis, ça peut être aussi, du coup, ma réaction émotionnelle qui va venir, et c'est souvent le cas, me sortir de ma concentration. Donc c'est pour ça qu'on travaille beaucoup sur le fait de, on verra tout à l'heure en conclusion, mais le fait de développer ces compétences, la connaissance de soi, à travers son propre fonctionnement émotionnel,
telle situation, quand je vois telle situation, qu'est-ce qui me fait réagir? Habituellement, pas. Comment je peux me préparer, quoi, finalement, anticiper ces choses-là. Ça va être bah, de l'ordre des outils que je vous proposerai tout à l'heure. Mais voilà, quoi, par exemple, la surprise, elle va peut-être générer ou engendrer de la peur, de l'inquiétude, de la frustration, de la colère. Et toutes ces émotions, finalement, vont nous sortir de notre focus attentionnel, de notre concentration, parce que des fois, elles nous font perdre l'intention poursuivie, parce que des fois, elles nous font moins bien agir. Euh, Peut-être que la colère, la frustration, c'est quelque chose qui va me crisper un petit peu plus, et que dans mon action, j'ai besoin de relâchement pour agir juste, pour faire un geste, je pense au tennisman, pour être euh, connecté avec mon cheval, je pense au cavalier. Donc voilà, toutes ces émotions qu'on va vivre et qui vont nous sortir un petit peu systématiquement euh, de notre bulle de concentration. Alors, qu'est-ce que c'est que la concentration en état de flow? Alors, déjà, qu'est-ce que c'est le flow, hein, pour certains, peut-être vous ne savez pas, finalement cet état de flow, c'est ce qu'on appelle l'état de grâce, être dans la zone. Moi, j'appelle ça la fluidité. C'est quand je, je fais quelque chose sans trop que ça me coûte d'énergie. Souvent, je suis très concentré dedans, c'est facile, je prends du plaisir. Euh, et, et finalement, quand je suis dans cet état de optimum, en fait, d'expérience optimale, comme dirait Mireille Lee, qui l'a défini, euh, en fait, je suis dans un état souvent intense de concentration. Et en fait, quand je veux basculer dans une action, le mieux que je puisse faire, c'est pour être dans l'instant présent, souvent on parlait de lâcher prise. En fait, lâcher prise, c'est être concentré sur l'action qu'on fait. C'est ce que je peux faire de mieux, me concentrer. Euh, Porter mon attention sur quelque chose de précis que je souhaite réaliser, être pleinement présent à ce que je fais. Euh, c'est quand je mange, quand je déguste un plat, je prends plaisir à être attentif à toutes les goûts, percevoir la finesse de telle chose. Voilà, c'est être pleinement présent à ce qu'on fait. Et ça, c'est ça, l'attention, la concentration. Aussi, c'est faire les choses à la vitesse à laquelle je suis confortable. Parce que dans l'état de concentration et dans le fait de devoir prendre des décisions pour agir, il va y avoir de temps en temps un petit peu ce conflit, euh, un peu vitesse-justesse à, à réaliser, j'allais dire à, à calibrer. Et en fait, euh, quand je suis dans l'état de flow, ma concentration, elle est OK parce que les choses se déroulent à la vitesse à laquelle je suis confortable. Et souvent, d'ailleurs, les athlètes qui vous partagent leurs expériences de flow, ils vous disent, eux, que. Alors, ils avaient une impression différente du temps, on y reviendra, mais aussi, ils vont des fois vous décrire que, en fait, les choses allaient au ralenti. Et en fait, du coup, bah, ils se sentaient hyper confortables, le fait que ça aille pas vite, ils n'étaient pas en crise de temps. Ah, ils se sentaient pas devoir faire face de façon euh, ouais, rapide, quoi, et qui aurait pu les sortir de leur savoir-faire. Donc voilà, les choses se passent à une vitesse à laquelle vous êtes confortable. Et ça, c'est important dans votre façon de manager l'action, en tout cas d'y réfléchir. On verra, ça peut être aussi des pistes d'entraînement. Si à tel niveau, en fait, je m'aperçois que la vitesse du jeu fait que je suis plus à l'aise, bah, je vais devoir réfléchir à peut-être fluidifier ma manière d'agir, à m'entraîner à aller plus vite pour que après en compétition, bah, je sois plus confortable à cette vitesse-là. Voilà. Bon. Euh, troisième aspect, c'est dans la concentration, dans l'action, ça va être ma capacité à me relâcher. Alors relâcher dans l'action, hein, je mets relaxer, mais
Relaxer, ça serait plutôt se régénérer, ça serait pour repasser à l'action le lendemain ou avec un moment un peu plus long, parce que suivant l'activité qu'on fait, on n'a pas forcément la capacité à se régénérer en termes d'énergie. Mais par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que le stress va avoir une physiologie particulière. Euh, il va avoir une chimie, il va y avoir des hormones, la noradrénaline qui va venir surcharger le cortex préfrontal. Et en fait, on va avoir besoin d'évacuer ça. Et pour l'évacuer, en fait, il faut se relâcher, se relaxer. C'est pour ça que toutes les techniques autour de la respiration, de retrouver du calme, d'accepter la situation, de se refocaliser sur ses objectifs. On en avait peut-être déjà parlé dans la dimension de la motivation et des stratégies d'objectifs. Voilà, c'est des choses qui vont nous permettre de finalement rester dans cet état de flow euh, et de faire face de la façon la plus fluide possible. C'est pour ça que moi j'appelle ça l'état de fluidité, le flow, mais euh, voilà, tout se passe de façon apaisée, plaisir, beaucoup de détente. Même si je suis dans l'action, je suis engagé dans l'action, mais quand je dis de la détente, c'est du relâchement, plus exactement, c'est-à-dire c'est de la tension juste, quoi. Et juste ce qu'il faut pour être performant dans l'action. Hop là, pardon. Je vais vite. Alors je vous parlais tout à l'heure de l'exemple, hein, l'exemple d'un champion. Un champion, un expert, quelqu'un qui excelle dans son domaine. Hein, on n'est pas obligé de rester dans le domaine du sport. C'est quelqu'un qui va voir des choses que le débutant ne voit pas. Et ça, c'est vraiment important à comprendre. Parce que son expérience, son habitude font qu'il a une prise de recul qui est plus importante. Peut-être que le débutant va être happé par l'action, par la confrontation avec les autres, par le manque d'habitude de réaliser tel ou tel geste. Et en fait, l'expert, lui, qui a automatisé des façons expertes d'agir, dans ses manières d'agir, il a automatisé les gestes, il s'est beaucoup entraîné, et ainsi de suite, bah lui, du coup, il va pouvoir porter son attention sur des éléments importants. Il va pouvoir peut-être regarder de façon plus précise le comportement d'un adversaire. Euh, le, le- il va pouvoir porter son attention sur des éléments extérieurs qui pourraient avoir une incidence sur sa manière d'agir. Euh, donc voilà, parce qu'il a automatisé des choses, en fait, il perçoit et il va porter son attention sur des choses précises qui vont l'aider dans sa tâche, mais peut-être des choses qui vont échapper aux débutants. Et c'est normal. Hein. Dans les process d'apprentissage, on apprend d'abord à répéter des actions, on va créer des automatismes qui vont être satisfaisants pour agir à un certain niveau. Et puis l'expert, lui, ben, il a des automatismes plus élevés, il a créé plus d'automatismes, et du coup, il porte son attention sur des choses plus importantes. Euh, pour son niveau d'expertise, plus importantes pour son niveau d'expertise à lui, qui vont lui permettre d'être plus performant, plus efficient directement. Bien sûr, les manières d'agir expertes, hein, c'est ça, c'est la diversité, la capacité qu'il va avoir, l'ensemble des armes dont il va disposer pour faire face à une situation. Et donc, du coup, ses capacités d'adaptation vont souvent être plus élevées, même face à un élément saillant, une nouvelle information, un élément qui ne s'est jamais passé, quelque chose qui va le surprendre, ben, quand même dans ce contexte-là, peut-être qu'il va avoir des manières d'agir plus expertes. Et, et, et ça, c'est parce qu'il est dans cet état de flow, parce qu'il perçoit l'élément, peut-être un peu avant. Mais le fait de percevoir un peu avant va lui permettre d'anticiper la réaction. Là où un débutant va peut-être plus être confronté au dernier moment à la situation. Voilà. Vraiment, un champion, c'est quelqu'un qui est un expert de sa concentration et de son attention. Voilà. Il est vraiment capable de se mettre dans cette bulle de concentration et de porter son attention sur les éléments qui vont être primordiaux dans la qualité de sa manière d'agir. Voilà. Bon, on n'a pas de monde ce soir, donc je continue ma présentation. Vous n'hésiterez pas à me poser des questions par écrit plus tard. Peu importe, j'espère que ce n'est pas juste le changement d'horaire ce soir qui a contribué et que le format que je vous propose vous intéresse toujours. On verra ça. On continue pour l'instant. Alors, bah du coup, voilà, ce qui était important pour moi, c'était prioritairement de répondre à vos questions, mais
Du coup, a priori, il n'y aura pas de questions ce soir. Mais du coup, je vais quand même vous donner quelques pistes euh, pour avancer ou vous questionner ou si vous vous questionnez, vous, sur votre capacité de concentration, ou quels sont les éléments à prendre en compte pour améliorer vos processus. Alors, le premier point, c'est de développer un niveau de connaissance et de conscience de soi. C'est ce qu'on fait ce soir, par exemple. Je vous donne quelques éléments sur qu'est-ce que c'est que la concentration, l'attention. Donc, vous avez quelques connaissances peut-être supplémentaires. Ces connaissances, elles vont peut-être vous faire poser des questions. Ce partage de connaissances, il va vous faire poser des questions sur vous, sur votre propre fonctionnement. Et peut-être que du coup, vous allez augmenter votre niveau de conscience de vous. Peut-être que vous allez aussi, et ça c'est intéressant, détecter des signes précoces de déconcentration. Tiens, je suis, comme on parlait tout à l'heure, sur les distracteurs, tiens, je suis souvent happé par ce type de truc, dans ce contexte-là, je vais être voilà. Et je vais, comme j'en prends conscience, peut-être que dans l'action, je vais me rendre compte que je suis en train de sortir de mon état de concentration. Et donc, du coup, c'est de les détecter, ces signes précoces, hein, de concentration. Donc ça, c'est important. Dans le fait d'apprendre, on peut aussi se dire, tiens, quels sont les éléments qui peuvent souvent me faire sortir de ma concentration. Et puis quand j'agis, je peux aussi me poser la question de, est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire? Est-ce que je suis en train de faire une tâche, j'ai mon attention qui est happée par un distracteur, un système de veille, hein, comme on disait tout à l'heure. Et du coup, ça peut être... on est souvent happé par le circuit de la récompense, la dopamine, ces choses-là. Là. La veille, c'est ce qu'on appelle la gratification immédiate. Je, tiens, j'ai une tâche à faire, mais je pourrais... c'était la chandeleur là, cette semaine, donc du coup, tiens, je pourrais aller manger une petite crêpe au Nutella. Et du coup, hop, je suis happé par cette envie, là, ce besoin, cette petite faim que je ressens peut-être. Et ça va me faire du bien, donc ça va, voilà, ça va stimuler ma dopamine. Je vais avoir envie d'avoir cette petite récompense immédiate. Est-ce que c'est ce que je veux vraiment faire? Est-ce que ce serait pas mieux que je finisse peut-être cette présentation avant d'aller manger ma crêpe? Voilà, c'est un exemple de qu'est-ce qui peut attirer notre attention à l'extérieur et de s'entraîner à ça, de faire face à ça. Hein. C'est une stratégie de coping, quoi. J'apprends à faire face aussi à mes distracteurs. De prendre conscience aussi dans l'action hein, qu'il y a un distracteur auquel je ne me suis pas entraîné, mais qui est là et qui n'a pas lieu d'être. Ouais, c'est ce que je disais, apprendre à faire face aux distractions possibles. Dans l'entraînement, en fait, je peux m'entraîner à être perturbé. Voilà, pour mon exemple à moi, c'est arrivé de manager des équipes dans des gymnases bruyants et que je suis quelqu'un qui n'a pas une voix qui porte énormément. Et donc, voilà, sur un temps mort où je dois parler à mes joueurs, s'il y a beaucoup de bruit, je ne vais pas être peut-être à l'aise ou ça va me distraire, le fait qu'il y ait du bruit, je vais vouloir parler plus fort, mais si je parle plus fort, peut-être que mon message passe moins bien, et ainsi de suite. Donc, je vais apprendre à parler d'une certaine façon, à communiquer peut-être d'une certaine façon, à faire face à ce qui peut se passer. C'est normal que dans un gymnase où il y a des spectateurs, on veut qu'il y ait des gens qui viennent nous voir, on veut qu'il y ait des spectateurs. Donc du coup, quand il y en a, c'est normal qu'il y ait du bruit. Et donc, je peux être perturbé. Voilà, ça peut être d'apprendre à faire face à des événements climatiques. Voilà, je m'entraîne à courir un marathon actuellement et peut-être que le jour de la course il pleuvra. Si demain matin il pleut, qu'il fait pas beau et que j'ai pas trop envie d'aller m'entraîner, en fait, c'est une façon de faire face à la situation. Je vais aller quand même aller m'entraîner, faire cette séance de course sous la pluie et peut-être que du coup le jour
où j'ai à courir sous la pluie, je serai un peu moins perturbé par l'adaptation à l'aléa climatique. Voilà, c'est s'entraîner à faire face aux distractions possibles. Se dire, tiens, non, dans tel contexte extérieur, qu'est-ce que je pourrais percevoir? Qu'est-ce qui pourrait se passer? Euh, donc voilà, l'exemple qui me vient en tête aussi, c'est que je travaille beaucoup avec des cavaliers qui, eux, sont en lien avec un animal qui peut lui être le cheval très perturbé par ce qui se passe à l'extérieur, des écrans, du bruit, le vent. Et donc, du coup, il va y avoir un travail d'habituation, de faire face, possiblement à des choses qui peuvent sortir de sa concentration, à lui aussi. Et puis le troisième point, et j'en aurai fini, c'est finalement apprendre à avoir des manières d'agir expertes, c'est l'entraînement. La concentration, c'est un des sujets importants du mental. Et c'est comme pour la technique. En fait, il faut s'entraîner à avoir des manières d'agir expertes. L'entraînement, la répétition vont faire que je vais développer des connaissances, des compétences, des expériences, et je vais devenir de plus en plus expert dans ma manière d'agir. Je vais m'entraîner. Je vais m'entraîner à me mettre dans ma bulle. Je vais m'entraîner à me régénérer, à me relaxer. Je vais comprendre comment fonctionne ma respiration, comment je peux créer des process qui vont être euh, stimulants, euh, qui vont me préparer à agir, qui vont me préparer à faire face, qui vont me permettre de me réguler, de me dynamiser. Voilà, il peut y avoir tout un tas de process et qui vont être ben, augmentés avec l'entraînement. Euh, et, euh, et, voilà, on est dans cette dimension de l'action. L'agir, c'est la dimension technique, c'est l'entraînement qui va faire progresser. Le fait un expert, un athlète, c'est quelqu'un qui a voilà, qui a automatisé des choses le plus possible pour pouvoir se détacher de la technique et justement percevoir les petites informations sur l'instant qui vont lui permettre de s'adapter, de faire face, de contrecarrer les plans adverses, d'être performant tout simplement dans l'action de ce qu'il a à faire. Voilà, j'en ai fini avec ma présentation, en tout cas un petit peu technique. J'attendais vos questions. Alors je ne sais pas s'il y a un petit bug ou quoi que ce soit ce soir, mais en tout cas, j'ai pas eu mon chat de disponible. Donc, je ne sais pas si vous étiez connecté ou pas. Euh, J'espère que c'était pas le cas, en tout cas que vous avez pu apprendre quelques éléments. Je vous donne comme information, peut-être un peu comme ça pour ceux qui regarderont la vidéo. Euh, on va sans doute organiser un petit training camp là, début avril avec l'équipe de Hop4Lead, donc restez connectés sur les réseaux, sur le mien, celui de Fab ou de Cédric ou d'Hop4Lead pour voir apparaître ça. Dans 2 mois, on se retrouvera sur un training camp de 3 jours, on va vous proposer ça, pour apprendre à préparer une compétition. Euh, donc voilà. Et puis, vous dire aussi que le Discord Up4Lead a été créé, il est en cours de finalisation, et que donc vous pourrez poser vos questions en lien avec les Jedi du mental sur ce Discord. Je répondrai à vos questions bien volontiers. Voilà, j'espère que ce sujet vous aura quand même intéressé. Je ne sais pas si c'est un problème technique, enfin voilà, désolé qu'il n'y ait pas eu de questions ce soir, parce que du coup, bah, c'est souvent ça qui est riche, hein. Moi, je fais ces épisodes du Jedi du mental pour essayer euh, d'être utile, de vous partager ma passion autour du mental et surtout répondre à vos questions pour vous aider à être plus performant. Sur ce, les Padawins, je vous dis à très vite le mois prochain pour un prochain épisode. Bye bye.